L'histoire au début, on s'est mariés en 92. On a décidé 1 an et demi après d'essayer d'avoir un bébé. Donc l'histoire a pris... on nous a toujours dit que dans les couples normaux, il fallait quand même attendre 6 mois, 8 mois en temps normal. Nous, ça a pris 2 ans. On pense à ça, on se dit pourquoi pas moi, on se pose plein de questions. Papa. Ah oui, c'était une obsession, oui, ça c'est sûr. Parce qu'on a aussi pensé, on s'est dit, on n'avait pas pensé à l'adoption, mais il y avait la solution de l'adoption. Et je me suis dit non, je vais tenter tout ce qui est possible de tenter pour avoir un enfant de nous. Oui, c'était important. D'être enceinte. D'être enceinte, de porter l'enfant. Qu'il soit de Laurent, de moi, enfin oui, c'était très important. Et c'est pour ça que j'ai supporté beaucoup de choses, parce que j'avais un tel désir d'enfant que je me dis, tant pis, je vais jusqu'au bout, on essaye tout. Alors une fécondation in vitro, c'est le fait de concevoir un embryon en dehors de son site naturel, c'est-à-dire la trompe d'une femme. Donc on le conçoit dans un laboratoire, que ce soit dans une éprouvette, comme son nom l'indique, mais c'est faire rencontrer les gamètes au laboratoire. Alors ça concerne bien entendu toutes les femmes, et les couples, entre guillemets, mais surtout initialement la femme, qui ne peut pas anatomiquement laisser la rencontre entre les spermatozoïdes et les oocytes. C'est-à-dire initialement, la fécondation in vitro a été conçue pour les femmes qui avaient les trompes ou bouchées ou absentes. Au fur et à mesure de l'évolution de la technique, on s'est rendu compte qu'on pouvait traiter beaucoup plus que ça. Alors la fécondation in vitro intéresse bien entendu en premier lieu ces femmes dont on a parlé. Elle intéresse les femmes pour lesquelles, à l'inverse, aucune pathologie n'a été découverte malgré les nombreuses investigations, et qui au bout de quelques années n'est toujours pas enceinte. On considère qu'au bout de 3 ans d'infertilité, c'est important d'être actif. Donc on peut proposer des fécondations in vitro pour infécondité inexpliquée. On peut proposer aussi des fécondations in vitro à l'inverse quand c'est le conjoint qui a une pathologie importante au niveau de sa qualité spermatique. Et on en parlera tout à l'heure, mais l'ICSI, l'insémination intracytoplasmique des spermatozoïdes, a été conçu pour ça, c'est-à-dire pour venir au secours des hommes qui avaient une impossibilité de fournir des spermatozoïdes de bonne qualité. Donc l'indication primordiale reste quand même la pathologie féminine pour, disons, 40% des cas, la pathologie masculine pour 40% des cas, les mixtes bien entendu, et puis après de nombreuses étiologies. En général, il y a 2 ordres d'examen, ceux qui sont obligatoires et nécessaires pour passer en FIV, comme on l'a dit, et ceux qui sont indispensables pour le diagnostic lui-même. Il y a les examens médicaux, légaux, qui sont, par exemple, toutes les prises de sang pour vérifier les sérologies des gens, qu'il n'y ait pas de problème de maladie sexuellement transmissible. Sida, bien entendu, mais hépatite C, bien. Ça, c'est le bilan, je dirais, qui n'intéresse pas la fertilité. Mais au préalable, tout le bilan de la fertilité doit avoir été fait. C'est-à-dire hystérosalpingographie, c'est-à-dire radiographie de l'appareil génital féminin, puis spermogramme, les examens étant pratiqués, les ententes préalables et les autorisations, c'est-à-dire les conventions, les patients doivent signer des conventions. Une fois que tout ce dossier est prêt, on va entamer la procédure par la première étape qui est la stimulation de l'ovulation. Donc l'induction de l'ovulation en FIV nécessite donc des injections, qui sont des injections d'hormones. Donc ces hormones vont être injectées quotidiennement. La surveillance sera échographique et biologique, c'est-à-dire que l'on va doser les hormones, notamment œstrogènes et LH, pour arriver au moment où les follicules seront aptes à être déclenchés, c'est-à-dire où la taille du follicule sera suffisante pour qu'on puisse penser que 90% des follicules vus à l'échographie nous donneront un ovocyte. La seule véritable complication de la stimulation, c'est l'hyperstimulation et bien entendu tout ce qui en découle, ce dont nous venons de parler, mais aussi la grossesse multiple par exemple. Bien entendu, c'est une complication de la stimulation trop importante, mais il n'y en a pas d'autre. Donc ceci c'est l'aspect caractéristique d'ovaires d'hyperstimulation avec des volumineux follicules répartis sur la surface des 2 ovaires. Et toutes ces petites plages noires qui correspondent en fait à du liquide, qui correspondent à la rupture d'un follicule et à l'ouverture d'un follicule dans la cavité. L'hyperstimulation est un syndrome grave, donc c'est un syndrome dont il faut absolument éviter la survenue. Lors d'une stimulation hormonale, les échecs sont rares mais possibles et les réactions allergiques au point d'injection restent exceptionnelles. En général, la stimulation est bien supportée et ne provoque pas d'effets secondaires graves.
le repérage de l'utérus avec une muqueuse, cette ligne blanche que l'on mesure à 8,5 mm, ces deux feuillets. On s'assure qu'il n'y ait pas de problème au niveau du myomètre. Ensuite, on repère les ovaires. Ici, vous voyez l'ovaire gauche avec tout un tas de petites structures qu'on appelle des follicules et que l'on va mesurer. Ici, ils sont de toute petite taille. On passe à l'ovaire droit. C'est un petit peu plus intéressant puisqu'il y a un follicule qui est un peu plus volumineux, qui mesure à 12 mm. Une fois qu'on a mesuré la muqueuse, le nombre des follicules sur chaque ovaire, l'examen est terminé. On va faire une consultation d'échographie jusqu'à obtenir au moins 5 follicules de 16 mm. On va déclencher l'ovulation, c'est-à-dire qu'on va donner une nouvelle hormone qui s'appelle la gonadotrophine chorionique, 5 ou 10 000 unités, qui va induire le processus d'ovulation, c'est-à-dire la maturation ovocytaire et rendre l'ovocyte apte à être fécondé. Alors lorsque l'on a déclenché l'ovulation par la gonadotrophine chorionique, la patiente est prévenue qu'elle aura à se rendre à la ponction 36 heures après l'injection, à jeun, bien entendu, pour pouvoir bénéficier, pour les équipes qui le pratiquent, une petite anesthésie générale, afin que la ponction puisse être réalisée. L'idéal, c'est 36 heures. Et donc, toutes ces formations noires que vous voyez bien circonscrites, ce sont les follicules. Follicules, hein. On ne voit jamais les ovocytes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et vous voyez les 3 petits pointillés, probablement sur votre écran. Les 3 petits pointillés qui sont la ligne de mon aiguille. Là-haut, on voit bouger. Ça, c'est l'aiguille qui est sur la paroi vaginale et je vais traverser, bien entendu. Alors maintenant, il faut que je m'applique pour pas lui faire mal. Et voilà. Et j'aspire. Et voyez le sac qui se vide. 1. On va passer au suivant. Vous voyez l'aiguille juste devant. La petite pointe blanche. Hop. 2. On aspire et il est vidé. On se met en face du troisième. L'aiguille, toujours le petite pointe blanche. 3. Et ainsi de suite. Alors la moyenne nationale se situe entre 6 et 10 follicules ponctionnés par patiente, en sachant qu'il y en a qui en ont beaucoup plus et d'autres qui en ont beaucoup moins. Pour le transport jusqu'au laboratoire, les follicules sont déposés dans des bacs isothermes à 37,5 degrés. Le laboratoire procède ensuite à la fécondation in vitro. 2 à 6 jours après la ponction, généralement vers le 3e jour, les embryons ainsi obtenus pourront être transférés dans l'utérus. Bonjour monsieur, vous venez avec moi s'il vous plaît? C'est la première fois que vous venez ici? Oui. D'accord, donc je vais vous expliquer brièvement. Il y a quelques règles d'hygiène à respecter. Donc il faut bien vous laver les mains au savon et à l'alcool. Pour obtenir l'eau, vous appuyez ici avec le genou. Ensuite, vous faites une toilette génitale au savon. Vous vous essuyez avec les lingettes qui sont là. Vous faites le recueil dans le pot, la revue est en dessous. Et quand vous avez fini, vous passez le pot par la petite fenêtre. Donc là, une fois que le sperme est liquéfié, je vais faire un volume. Et je prépare 2 lames. Une qui partira au laboratoire d'anatomie pathologique pour cytogrammes et une qui va me permettre de vérifier la mobilité. Donc là, je vais vérifier un petit peu la qualité du sperme pour savoir comment je vais le traiter. Pour ce patient, on va prendre 1 ml de sperme que l'on va faire centrifuger 20 minutes à 1000 tours. Parallèlement à la préparation du sperme, on a fait une mobilité et on va faire une numération. La préparation du sperme a pour but de multiplier les chances de fécondation en triant les spermatozoïdes les plus vifs et les plus mobiles et en les concentrant. Bonjour Marie. Alors. Voilà la feuille de style. La feuille de style. Moi j'en ai à peu près 8. Tu as fonctionné 8 ovocytes. Ouais. Sur la dernière échographie, il y en avait 4, 5, 6. 6, d'accord. On est très bon. Ok, c'est bon. On va récupérer le pot. Bien. Allez, chaud. Tout à l'heure.
Donc maintenant que nous avons reçu la ponction, il va falloir faire le tri. Donc on utilise pour ça des milieux de culture qui ont été chauffés de façon à éviter qu'il y ait un choc thermique trop important pour les ovocytes. On travaille sur une platine chauffante. Donc on verse le produit de la ponction dans des boîtes de pétri et ensuite on débute la recherche sous la loupe. Donc là, on voit un ovocyte sur le bord de la boîte. Il est donc entouré de son cumulus. Le tri de la ponction est maintenant terminé. Les ovocytes sont ensuite déposés dans des puits de fécondation contenant un milieu propice, puis sont remis à l'étuve en attendant la fécondation in vitro ou l'ICSI. Après concentration du sperme du père et le recueil des ovocytes de la mère, la fécondation in vitro peut avoir lieu. La technique est simple. La laborantine met les spermatozoïdes concentrés dans les puits contenant les ovocytes. Sur ces images au microscope, on voit les spermatozoïdes très petits et très mobiles au contact d'un ovocyte de grande taille. Ovocytes et spermatozoïdes sont ensuite placés à 37 degrés dans l'obscurité avec une humidité et une atmosphère contrôlée qui recréent les conditions naturelles de fécondation. En moyenne, la fécondation survient dans les 6 heures. Quand le sperme n'est pas suffisamment fécond, on propose l'ICSI, c'est-à-dire une technique qui permet de déposer directement un spermatozoïde dans un ovocyte. Voilà, le microscope inversé que l'on utilise pour l'ICSI est un microscope inversé classique, équipé d'un système hydraulique qui permet une manipulation d'un côté des ovocytes, de l'autre côté des spermatozoïdes. Donc la manipulation va consister dans un premier temps, à l'aide de la micropipette d'injection, à aller immobiliser et aspirer les spermatozoïdes. Dans un second temps, on se placera dans les gouttes de culture qui contiennent les ovocytes et on fera pénétrer le spermatozoïde directement à l'intérieur de l'ovocyte. L'ICSI est pratiqué sous un microscope très perfectionné. Après avoir capturé le spermatozoïde, l'ovocyte est positionné d'une façon précise, puis il est immobilisé, maintenu en place par une légère aspiration. La fécondation se fait par l'introduction directe du spermatozoïde dans l'ovocyte à l'aide d'une pipette d'injection de la taille d'un cheveu. Une fois la pipette bien positionnée dans l'ovocyte, en inversant doucement la pression, le spermatozoïde est déposé délicatement. Les ovocytes fécondés sont ensuite redéposés dans leur puits et remis dans l'étuve. Alors le pourcentage de réussite de l'ICSI est pratiquement identique à celui de la FIV. On peut obtenir un petit peu plus de résultats dans la mesure où la femme, qui est la conjointe d'un sujet infécond, est, disons statistiquement, toujours un petit peu meilleure que la population générale. Le lendemain de la ponction, la fécondation a eu lieu. On voit ici le tout début, 2 noyaux dans la cellule qui ne s'est pas encore divisé. 2 jours après la ponction, les embryons ont 4 cellules. Ici un embryon à 4 cellules, ici 3 embryons à 4 cellules. 3 jours après la ponction, les embryons ont environ 8 cellules. Alors on est très impatients. J'ai pas téléphoné. J'ai téléphoné quand on m'a demandé de le faire, donc j'ai réussi à tenir. LaboFIV, bonjour. On a obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 embryons sur les 22 ovocytes, donc c'est bien. Et sur ces embryons, on en a 5 qui sont vraiment bien. Donc on fera le transfert sans problème demain. Le replacement ou le transfert des embryons se passe alors au laboratoire même, donc plus dans une salle opératoire. Bien entendu, les précautions d'asepsie sont toujours prises, mais la patiente n'est pas anesthésiée. Le conjoint assiste, s'il en a envie, au replacement d'embryons. Et donc la patiente est placée en position gynécologique. Le laboratoire monte, c'est-à-dire aspire les embryons dans un petit cathéter conçu pour le replacement. Alors le biologiste va arriver avec un petit cathéter qui contient un embryon. L'embryon est contenu dans cette toute petite goutte de liquide. On va introduire le cathéter
qui va suivre tout seul parce qu'il est souple la coudure de l'utérus. Lorsque nous sommes à peu près à 5 mm du fond, on va pousser doucement sur l'aiguille et l'embryon va se déposer au fond de l'utérus. Ensuite, on attend une trentaine de secondes pour pas créer de vide et pour pas aspirer l'embryon en retour. Et on enlève le cathéter. Ça va ? Ça va, tout va bien. Alors, comme d'habitude, on replace 2 embryons. Ils sont tous les 2 corrects. Vous savez qu'on est à J3, c'est-à-dire 3e jour après la ponction. Et alors, ils se sont divisés. Ils ont 7 et 5 cellules. Je rends le cathéter à Audrey. Elle va vérifier que les embryons ne soient pas restés coincés dedans. On fera vos ordonnances, on va vous donner quelques petites hormones. Et puis le test de grossesse que vous devrez faire dans 15 jours. Qu'il y ait des règles ou pas, vous le faites. D'accord. A priori, dans 99% des cas, on ne sait jamais, avant le test de grossesse, si la patiente est enceinte. Bien entendu, la survenue des règles est un signe plutôt défavorable. Et l'absence de survenue des règles est un signe plutôt favorable. Et tout ça, c'est l'utérus avec l'embryon qui bouge, vous voyez. Ici, il s'agit d'une grossesse de 8 semaines. Alors, vous voyez l'abdomen avec les membres supérieurs, l'activité cardiaque. Les 2 premiers mois, on a un peu peur, on se dit, on a peut-être un petit peu forcé aussi la nature, donc on a un petit peu peur, oui. Et puis une fois que les 3 mois sont passés, les 3 fameux mois, c'est une grossesse tout à fait normale. Les pourcentages de réussite sont variables un petit peu d'un centre à l'autre. J'aimerais bien en avoir un deuxième. Les pourcentages moyens que l'on obtient ici sont de 28% par cycle, c'est-à-dire par tentative, sur une population de 400 à 450 ponctions par an. J'ai aperçu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Moi, je serais prête à recommencer. Pour nous, il n'y a pas de tabou. Elle a dit bébé. Oh, maman, elle a dit bébé. Un grand garçon, bien sûr.